expatriés qui ne vont plus en Afrique, par des chefs d'entreprise qui ne développent plus l'économie française. Qui perd des parts de marché. Qui perd ses parts de marché. Et c'est pour ce faire que j'ai fait des propositions sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Oui, mais il y a un paradoxe, Joanne Glaser, entre ce qu'on dit là. Il y a un désamour et en même temps ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une volonté de maintenir ces liens, parfois douteux avec certains pays. C'est pour ça que c'est très important de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la France-Afrique. On n'est plus à la période de Foccart avec 150 collaborateurs, la guerre froide, la France qui contrôle, qui coopte les chefs d'État, qui met les dirigeants africains et qui tient complètement son précaré africain. C'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça aujourd'hui. Ce qui n'empêche que quand Nicolas Sarkozy nous annonce une rupture dans les réseaux franco-africains, bien sûr que c'est plus le réseau des réseaux, bien sûr que la France ne contrôle pas son précaré. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai qu'il y a encore un certain type de pratiques comme ça, personnelles et autres, qui ne devraient plus exister, qui devraient être vraiment la rupture dont parle Jean-Marie Bockel. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. L'Afrique se mondialise beaucoup plus vite que la France. L'Afrique, par rapport, la France finalement, paraît ringarde aux yeux de certain nombre d'Africains. Oui. Exactement. Et autant je suis d'accord avec Odile sur l'ensemble de la façon dont la France a tenu son précaré, mais il ne faut pas actuellement aussi exonérer totalement les dirigeants africains de leurs responsabilités. Et quand on dit toujours la France fait ci, la France fait ça, on fait croire que la France est encore puissante, on fait croire que la France est encore influente. Ouais. Mais c'est totalement une influence. Regardez en Côte d'Ivoire, regardez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous avez Laurent Gbagbo qui a dit non à la France, qui a résisté. Alors regardez comment vous croyez franchement, vous avez des gens comme le président centrafricain Bozizé qui dit quasiment merde à Areva, vous avez le président de Tandja au Niger qui dit quasiment la même chose. La France n'est plus dans son précaré en train de manipuler et d'instrumentaliser tout le monde. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait un certain nombre de pratiques, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, quand il y a un chef d'État qui est élu et tout le monde sait que les présidents africains organisent un théâtre démocratique, on leur a appris à faire un petit hémicycle avec des Girondins, des Jacobins, ils peuvent vous organiser ça et tricher totalement. Et c'est vrai que là, il y a une vraie responsabilité de la France. Ouais. Mais de faire croire que la France contrôle tout en Afrique, c'est une erreur fondamentale. L'Afrique se mondialise beaucoup plus vite. Kofi Annan, je le disais, en 2010, élection présidentielle au Togo, vous serez candidat. Vous avez une expérience politique en France. Imaginons que vous soyez élu président de la République togolaise. Vous êtes d'accord avec l'analyse d'Antoine Glaser? Finalement, la France, elle est un peu dans l'illusion d'espèce de puissance. C'est une puissance... Non. La France n'est pas dans l'illusion. Citer le cas du président Gbagbo, soit le président Gbagbo a dit merde à la France, il n'empêche que aujourd'hui, sans l'armée française stationnée à Bouaké, avec la ligne de partage, hein. Qu'est-ce qui serait devenu le président Gbagbo? Et donc la France le tient. La France vient de fermer le 43e Bima en Côte d'Ivoire. Personne ne bronche. 43e Bima qui se près de l'aéroport. On est d'accord, mais il n'empêche que la France existe et a des intérêts en France. Et moi, ma question que je voudrais vraiment poser, allez-y, parce que pour ma candidature en Afrique, c'est la question qui se pose. Quels sont vraiment les intérêts si fondamentaux de la France en Afrique qui fait que la France est prête à soutenir des dictateurs et que des démocrates ne pourraient pas défendre ces intérêts-là? C'est ma vraie question. Je ne comprends pas. J'aimerais qu'on me dise quels sont ces intérêts si fondamentaux qui ne sont pas défendables par des démocrates africains. Je ne comprends pas. J'aimerais que vous répondiez à cette question. C'est pas Jacques Ramier qui va répondre, c'est le président de la République qui va répondre. Mais il n'est pas là. Mais c'est le président de la République qui va répondre, n'est-ce pas? Mais vous avez une expérience de l'Afrique. Mais il a répondu. Février, je vous rappelle quand même le discours du Cap, où il a constaté quand même que l'influence de la France était en recul, et donc il fallait revoir la politique africaine. Et il a même dit ce qui est très important, et c'est ce qui a fait que ce rapport a été déclenché, qu'il fallait associer davantage le Parlement français et en relation avec le Parlement panafricain. Sur ce qu'on se dit là, cette question est fondamentale. Comment on fait pour avoir ces relations permanentes avec certains chefs d'État, on va y revenir dans quelques instants, qui sont pour certains des dictateurs, qui n'ont pas été élus démocratiquement? Est-ce qu'on peut installer la démocratie en Afrique? Regardez le Ghana, regardez le Kenya, etc. Absolument. On citera quelques chefs d'État tout à l'heure qui ont quelques difficultés, mais toute l'Afrique n'est pas évidemment obligée de... Pour installer la démocratie, il faut laisser les peuples africains s'exprimer, parce qu'ils ne demandent qu'à s'exprimer. Il faut éviter... c'est
n'est pas nous qui allons installer la démocratie, mais ce qu'il faudrait, c'est que la politique française n'empêche pas la démocratie de s'installer. Moi, j'étais un peu choquée quand on a dit que la présence française permettra la démocratisation. Jusqu'à présent, elle n'a pas permis la démocratisation, bien au contraire, puisque les démocrates, tous ceux qui voulaient installer la démocratie dans leur pays ont été plutôt contrés par la France. Donc vous dites que c'est l'inverse, la France contrerait presque pour l'instant, oui, puisque vous ne protestez pas. C'est très clair. Oui, mais le discours de La Baule, attention, relisez le discours de La Baule. Vous verrez qu'il n'obligeait pas du tout les gens. Si on le lit bien, ce discours, on verra que Mitterrand disait chacun à sa manière, à sa façon, à son rythme. Et il disait de toute façon, la démocratie vient quand il y a du développement. Et donc, par conséquent, ça va demander du temps, puisqu'il plaçait le développement d'abord et la démocratie ensuite. Parce que absolument, il disait toujours absolument, le développement avant. Il a dit ensuite il disait dans son même discours que le développement n'était pas possible. Excusez-moi, c'est toujours la même chose parce qu'on est toujours ce soir encore avec le du rapport sur cette question économie, démocratie. Il y a des exemples. Moi, je pense pas que la France bloque la démocratie. La France parfois évite les guerres civiles, comme en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été observateur donc en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il y a eu la présence de la France. Le nord regardez quand même la démocratie. Je sais qu'il y a un certain nombre de problèmes au Sénégal sur un pays que je connais bien puisque j'y effectue de nombreux séjours dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de Vienne, dont je suis le maire. Bon, il se passe des choses, si vous voulez, ça évolue. Regardez ce qui s'est passé au Ghana, des élections démocratiques non contestées. Le Kenya, on pensait qu'il allait avoir des problèmes. Bon, c'est pas tout à fait ça quand même. Et non, la France, mon Dieu, elle veut trouver, elle a pris conscience justement que des pays émergents, si vous voulez, prenaient sa place. Mais je pense pas que la France, elle veuille retrouver sa place telle qu'elle existait du temps de la France-Afrique. C'est très significatif parce que ce que Jacques vient de citer, c'est les pays qu'il vient de citer, des pays anglophones. Absolument. Qui ne sont pas dans la zone d'influence de l'Ouest. Qui ne sont pas dans la zone d'influence de la France. Je suis frappé. Quand je vais dans les pays, quand je vais en Afrique, si vous ne parlez pas anglais, mais dans les années, si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour maintenir notre langue, pour la développer à nouveau, si vous ne parlez pas anglais, bientôt dans un pays francophone, vous ne pourrez pas vous exprimer. Excusez-moi, mais Antoine Glaser, dans votre livre, vous parlez aussi d'un autre problème. J'aimerais qu'on l'évoque, qu'on ouvre cette page, parce qu'on verra un reportage dans quelques instants. Mais la question de la colonisation et la question de l'immigration, on parlait de désamour. Est-ce que ce désamour vient pas de là aussi Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que pour Nicolas Sarkozy, qui voulait arriver à l'Élysée, on voit bien qu'il a vu d'abord l'Afrique à travers l'immigration. Et ça, c'est très mauvais. L'immigration, c'est quelques pays, ce type de problème et autres. Nous ne l'avons pas traité dans le rapport. Ce problème de l'immigration a été il y a eu Dakar, dominant. En fait, et donc, ça veut dire quoi? Afrique, dangereux, capacité de nuisance, ils vont nous envahir, etc. Et c'est très mauvais sur le plan déjà de type de rapport. Vous pouvez pas aller voir les gens en disant on va être des partenaires. Et si vous verrouillez, si vous vous bunkérisez, encore une fois, c'est dramatique quand vous avez des copains africains qui sont tous partis aux États-Unis, dans les universités américaines. On parle d'immigration choisie, mais aux États-Unis, où c'est aussi un sacré bunker militarisé, ça n'empêche que vous avez tous les intellectuels africains, vous entendez tous les jours les Hachim Bembe, les Célestin Monga, tous les Camerounais, ils sont partis là-bas. Et on n'a pas absolument... Il aurait fallu avoir une vraie politique vis-à-vis de la nouvelle génération d'Africains. Et ici, il y a un vrai problème aussi générationnel. C'est vrai, dans les milieux d'affaires, c'est vrai qu'il n'y a pas de relais réellement dans les milieux d'affaires français sur le continent. Les enfants des chefs d'entreprise que vous voyez, ils sont dans l'aide humanitaire, ils sont dans les ONG, mais ils ne sont pas dans les entreprises. Un petit mot sur cette question qui est... Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ce faire que sur le rapport en particulier, je propose qu'il y ait une nouvelle relation et un partenariat d'égal à égal. C'est ce que vous dites dans ce que je vous dis, je le dis, je le souhaitais, si vous voulez. Et le président se regarde en face. Qu'il y ait un nouveau regard. Qu'on soit plus qu'il y a 40 ou 50 ans, maintenant, vous le disiez, M. Glaser le disait, l'Afrique bouge beaucoup plus qu'on ne le voit, ou beaucoup plus qu'on ne le croit. On s'en aperçoit pas.
On s'en aperçoit pas, mais ça bouge, et il faut que la France prenne toute sa part dans cette nouvelle démocratie, dans cette nouvelle croissance, etc. Alors, évidemment, il y a cette volonté, cette espérance portée notamment par votre rapport. J'aimerais quand même qu'on regarde ce reportage. Je vous l'annonçais tout à l'heure, il y a des ONG qui ont déposé de nouvelles plaintes contre 3 chefs d'État africains, des chefs d'État bien qui possèdent, vous allez le voir, un parc immobilier plutôt luxueux dans les beaux quartiers de la capitale. Des ONG qui ont déposé plainte. Elles accusent ces 3 chefs d'État africains de posséder en France des biens immobiliers qui seraient financés sur de l'argent détourné. Jérémy Hartmann a mené l'enquête sur ces biens immobiliers qui valent la plupart du temps de petites fortunes. Regardez ce reportage de Jérémy Hartmann. Dans l'un des quartiers les plus luxueux de Paris, la rue de la Baume, à 2 pas des Champs-Élysées, coincée entre 2 immeubles haussmanniens, la dernière acquisition immobilière du président du Gabon vient d'être ravalée. L'hôtel particulier que vous avez là, qui est actuellement en travaux, a été acquis par monsieur Omar Bongo Ondimba en juin 2007. Il a payé cet hôtel particulier 18 875 000 € avant travaux. On peut se demander comment il a fait pour acquérir un tel bien, sachant que son salaire mensuel est de l'ordre de 15 000 € par mois et que par ailleurs, il a plus de 16 propriétés en son nom propre, situées essentiellement dans l'ouest parisien ou sur la Côte d'Azur. Un patrimoine immobilier estimé en tout à 150 millions d'euros. 2 associations de lutte contre la corruption ont décidé de porter plainte. Pour Transparency International et Sherpa, aucun doute possible, ces biens ont été acquis avec de l'argent public. Devant l'immeuble en tout cas, la présence d'une caméra n'est pas vue d'un très bon œil. Il s'est approché de nous et il s'approche encore de nous. Monsieur réalise un reportage. Je ne voulais pas. Pourquoi j'ai pas le droit? Je suis sur la voie publique, monsieur. Ces fastueuses propriétés, Omar Bongo n'en fait pourtant pas mystère. Il suffit d'ailleurs de taper son nom sur Internet pour retrouver ses adresses parisiennes. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, le chef d'État du Gabon n'a jamais été embêté par la justice française. Les 2 précédentes plaintes déposées contre lui ont été classées sans suite. Pourtant, pour l'avocat qui porte le dossier en justice, les preuves existent. Donc il y a un chèque 390 000 € des brouettes, alors de Daimler Chrysler de France, pour acheter une voiture, pas modeste, hein, pour l'épouse. Voilà, une Ferrari, toujours Ali Bongo, la famille Bongo, total hors taxe, 1 million d'euros. Un chèque de la Banque de France en provenance de la pairie du Gabon. En clair, le trésor public gabonais. Tous les jours, il y a des juges d'instruction qui sont désignés pour des affaires, mais infiniment moins graves et avec un niveau de preuve infiniment plus faible. Donc, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas un juge d'instruction désigné dans ce dossier. 2 autres chefs d'État africains sont concernés par la plainte. Théodore Obiang, de Guinée équatoriale, et Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville. Ce dernier possède avec sa famille 18 propriétés immobilières, dont cette coquette bâtisse de la banlieue chic parisienne, la Villa Suzette. Non, ils n'ouvriront pas. Ils nous ont vus. Le président congolais n'y passe, semble-t-il, que très rarement. Si on mettait en vente cette villa qui est derrière moi, mais on pouvait développer l'agriculture, construire des établissements scolaires, des hôpitaux. En ce moment, Brazzaville manque d'eau, alors qu'au pied de Brazzaville, il y a le 2e fleuve au monde qui y coule, le Congo. Donc voilà, avec cet argent, on peut faire la déduction d'eau. Après 2 procédures infructueuses, les associations espèrent que cette 3e plainte permettra la désignation d'un juge d'instruction, seul capable de mener une enquête de fond. Mais les plaignants craignent une décision plus politique que judiciaire, prise au plus haut niveau de l'État, pour protéger les intérêts d'Omar Bongo et des autres présidents concernés. Un nouveau classement sans suite serait en tout cas considéré comme un retour aux vieilles pratiques, une victoire de la France-Afrique. Antoine Glaser, Olivier Thomner, vos 2 livres traitent de cela. C'est même la photo du livre de Samuel Foutoyer dont vous préfacez cet ouvrage. C'est une photo de Nicolas Sarkozy qui est, j'imagine, sur le tarmac de l'aéroport de Libreville avec Omar Bongo. Qu'est-ce qui empêcherait la France de couper ses relations avec ces hommes pratiques visiblement douteuses? Oui, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Revenir sur cette affaire effectivement de détournement de fonds, c'est un élément. La corruption des chefs d'État et l'enrichissement faramineux des chefs d'État est une chose, mais il faut voir aussi l'enrichissement des multinationales françaises.
qui sont sur le terrain. L'affaire Elf en a donné un tout petit aperçu. On a vu que la partie émergée de l'iceberg. C'est de l'enrichissement à fond renversé, quoi. Et absolument. Eva Joly, qui est donc nommée commissaire pour la poursuite, pour la lutte contre la corruption par la Norvège, a dit que ce qui entre en Afrique comme aide, etc., c'est 10 fois moins que ce qui sort. Avec les différentes et tous les éléments de sortie, c'est la fuite artificielle, souvent illicite, mais habillée légalement, des bénéfices. C'est de l'argent, enfin, c'est des mallettes de billets, c'est concret. Les multinationales s'arrangent pour ne rien payer comme impôt au pays où elles opèrent. Elles ont des quantités d'astuces pour rapatrier tout leur